Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence pour cette nouvelle conférence du cycle adossé à notre exposition La fabrique de Dante, dont je salue les deux principaux commissaires dans la salle, même les trois principaux commissaires. Nous avons essayé tout au long de ce cycle de développer des aspects thématiques qui viennent enrichir la présentation de cette exposition en vitrine, en faisant des développements et en faisant appel à d'autres types de documents extérieurs. Alors, c'est un thème riche que celui de Dante et la France. J'ai décidé de le traiter uniquement par rapport à ses débuts, autrement dit la période médiévale et Renaissance. Et comme vous avez peut-être pour certains pu le voir par le post Facebook que j'ai essayé de faire en teasing, comme on dit en bon français moderne, eh bien j'ai essayé dans la mesure du possible de vous montrer que ces débuts avaient été difficiles et que c'était une forme de lynchage que je vous invitais ce soir. Donc, lynchons Dante. Ça ressemble un petit peu à ce que disait Pierre Desproges dans ses chroniques de Monsieur Cyclopède. Donc, nous allons essayer de voir pourquoi la France a été aussi difficile à conquérir pour cet auteur et son texte. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, cette connaissance, cette reconnaissance de Dante et de son œuvre fut dès le départ bien délicate. Considérée avec suspicion, d'un point de vue politique essentiellement, la Commedia et son auteur ont été censurés, puis, dans un second temps, jugés illisibles, en raison de contenus jugés obscurs, voire obsolètes dans certains cas. Et pourtant, dès le Moyen-Âge, de brillants avocats avaient plaidé la cause de Dante, en premier lieu Christine de Pisan ou le Lausannois Martin Lefranc, nous le verrons tout à l'heure. À la Renaissance, alors même que le royaume était tout entier épris d'italianisme, eh bien l'ouvrage, effectivement, se ferait un passage au sein des meilleures bibliothèques princières, voire royales de l'époque, ainsi que sur les rayons des plus grands bibliophiles. Mais était-il vraiment lu, sans parler même d'être apprécié ? Il y a eu plusieurs éditions italiennes, c'est ce qu'on va découvrir, et un courageux prélat de l'entourage d'Henri IV à la fin du XVIe siècle se risqua, mais alors avec quelle prudence oratoire, a tenté une première traduction imprimée française durant la dernière guerre de religion, sans suite. Trop tard, l'âge du classicisme s'annonçait déjà, et ce poète moyenâgeux, et là on peut utiliser l'adjectif à sa vraie qualité, n'intéressait déjà presque plus personne. Et 3 siècles de rencontres manquées, finalement, allaient se conclure sur une longue période d'oubli et de mépris. Alors la relation de Dante avec la France aurait pourtant pu démarrer de manière beaucoup plus étroite, puisque le poète honora le pays d'un séjour durant son exil. Et pourtant, la France est demeuré, je cite Jacqueline Bisset, probablement le seul pays européen à ne pas avoir intégré l'œuvre de Dante dans l'histoire de sa littérature. Alors, c'est une absence-présence, en quelque sorte, parce qu'il n'a pas été réellement absent, et loin s'en faut, mais cette présence a été sporadique, et il faudra examiner, durant la période qui sera la nôtre, le Moyen-Âge et la Renaissance, quelques surgissements, mais vite suivis, de périodes d'oubli et de traversée du désert. C'est ce paradoxe qu'Arturo Farinelli avait nommé la sfortuna di Dante, l'infortune de Dante en France. Alors ce bien mauvais départ, il va être occasionné tout d'abord par cette tendance qu'a eu le grand poète toscan de fustiger les souverains, les princes et les prélats français. D'emblée, les rapports entre Dante, son œuvre, la France et les sujets français semblent compromis, et donc pour des raisons en fait tenant plus de la politique du temps que de la littérature. Alors replantons brièvement quel était le décor géopolitique de ce début du XIVe siècle. Depuis des décennies, la péninsule italienne se trouvait déchirée entre 2 factions politiques opposées qui étaient héritières d'une querelle remontant au XIIe siècle au sujet de la place respective à accorder au Saint-Empire romain germanique et à la papauté et à toutes les zones d'influence qui en découlaient.
aux Guelfi, les Guelfes, jadis partisans de la dynastie allemande des Welf, s'opposaient les Gibelins, qui était le parti purement impérial. Donc d'un côté les Guelfes de la dynastie des Welf et de la papauté, de l'autre côté les Gibelins, un parti purement adossé au Saint-Empire romain germanique. Alors après la disparition en 1268 de Conradin de Hohenstaufen, le petit-fils de l'empereur Frédéric II, qui lui-même était déjà Conradin vaincu et exécuté par un prince français, qui était Charles d'Anjou, le propre frère de Saint-Louis, nous le verrons tout à l'heure sous la plume de Dante, eh bien l'Italie va sembler tout entière passer, pour un temps en tout cas, dans le camp papal. Et pour autant, ces antagonismes, donc nés au XIIe siècle, vont persister au XIIIe, au XIVe siècle et envenimer l'atmosphère des villes de toute la péninsule italienne, puisque toutes ces grandes cités voyaient leur noblesse divisée, comme ici à Bologne au XIVe siècle, donc l'époque de Dante, dans des combats de rue et qui se matérialisaient sur les places et dans les rues de ces cités italiennes. À la fin du XIIIe siècle, pour tout arranger, le parti guelfe va se diviser en deux factions, les guelfes blancs et les noirs. À l'origine de cette division se trouvait une haine, alors là celle-ci bien locale, qui n'avait pas besoin des brumes de Germanie pour cela, c'était la haine existant entre plusieurs clans de la noblesse florentine. Et en 1300, sur la place de la Sainte Trinité à Florence, éclate une véritable bataille entre ces deux partis. Alors là, l'enluminure en question concerne un épisode à Bologne, mais c'est tout à fait ce qui a pu advenir en 1300 à Florence. Les guelfes noirs, qui étaient très proches de l'absolutiste pape Boniface VIII, c'est celui qui avait promulgué, fulminé la bulle Unam Sanctam de 1302, qui disait, je cite, « Toute créature humaine, par nécessité de salut, doit être soumise au pontife romain. » Ah bon, les choses étaient claires. Ça, c'était indéniablement la prééminence et la suprématie de la papauté, à la fois sur les affaires religieuses et laïques, qui était imposée par cette bulle Unam Sanctam. Donc il y avait effectivement du côté des guelfes noirs les soutiens de la papauté, mais aussi de l'élite aristocratique toscane, et ils vont vaincre donc les guelfes blancs, qui étaient plus proches des communautés municipales, de la volonté d'avoir une ville autonome et qui était mieux ancrée dans le peuple de Florence. Alors les purges initiées, en 1301-1302, et les peines d'exil qui vont être prononcées, vont toucher aussi bien Dante que le père de Pétrarque, et nous avons ce très beau tableau qui figure dans l'exposition et qui est un don récent fait à la Fondation Martin Bonnemer, qui présente ce départ en exil de Dante, un peu généreusement attribué à Gustave Doré, mais enfin près de Courriche, et en l'occurrence c'est une belle œuvre, qu'elle soit ou non de la main du maître. Eh bien, ces expulsions menées manu militari, qui vont toucher donc soit le grand auteur, soit le père d'un grand auteur de la triple couronne italienne, eh bien, vont être menées par un prince français, puisque c'est Charles de Valois, fils et frère du roi de France, qui va être dans cette opération le bras armé du pape Boniface VIII et qui va nettoyer Florence, en quelque sorte, et on comprend dès lors le ressentiment latent de Dante en direction de la dynastie des Valois et de la monarchie française d'une manière générale. Donc à partir de ce départ en exil, Dante va connaître, vous le savez, une vie errante, qui, curieusement, en dépit justement du fait qu'il a été chassé de Florence par un prince français, eh bien, l'aurait peut-être amené vers 1309, 1310, vers la France, et même vers l'île de France, à savoir Paris, où il aurait potentiellement fréquenté la Sorbonne et peut-être Notre-Dame. Vous avez ici une illustration représentant la ville médiévale de Paris sous le pinceau de l'enluminure Jean Colombe. Nous sommes au siècle suivant. Eh bien, ce séjour de Dante sur les bords de Seine, qui demeure tout de même un épisode incertain, hypothétique de l'existence du poète, les indices en sont plutôt ténus, et il s'agit en fait de l'interprétation de 3 vers du chant 10 du Paradis,
qui parle de, je cite, « la lumière éternelle de Sigier, qui, enseignant dans la rue du Fouard, syllogisa des vérités qui lui firent tort. » Alors nous avons là une allusion assez précise au grand universitaire Sigier de Brabant, l'un des grands noms du corps professoral de la Sorbonne, qui indique même le lieu de l'enseignement et qui témoigne d'une certaine connaissance, en tout cas, de la topographie parisienne et des acteurs parisiens de la Sorbonne. Et on a pu lister que la Commedia, dans son ensemble, comporte 7 allusions à ce qui est appelé la terre de France. Plusieurs se réfèrent à Paris, comme l'activité de l'enlumineur Odysiride et Goubiot, qui est actif à Paris à cette époque, qui était installé dans la capitale, ou l'anecdote qui est rapportée de la disputatio entre un maître et un professeur et un bachelier de Sorbonne. Alors pour autant, ces éléments, comme d'ailleurs certaines réminiscences, le passage sur les tombeaux d'Arles, pourraient être des souvenirs de lecture ou des épisodes rapportés par des amis, sans qu'il s'agisse nécessairement d'indices autobiographiques certains. Donc la France, en dépit, au-delà de ces allusions rapportées directement par l'auteur, est présente dans le grand poème, et essentiellement par ses princes, qu'ils soient laïcs, ecclésiastiques, et généralement pas sous leur meilleur jour. Même après la mort du poète en 1321, les prélats français d'ailleurs ne vont pas oublier ce rebelle à la papauté et à leur propre autorité. Alors, il faut quand même dire que Dante n'avait pas hésité à placer aux enfers un de ses papes, et qui plus est un pape français. C'était le Gascon Bertrand de Goth, pape sous le nom de Clément V, qui endura ce traitement sévère. Alors il faut dire qu'il était coupable aux yeux du poète d'avoir soutenu la suppression de l'ordre des Templiers sur les ordres de Philippe de Plaine d'ailleurs, d'avoir installé la papauté loin de Rome, en Avignon, et d'avoir bien profité de ses fonctions papales pour favoriser et enrichir toute sa famille. Un péché de simonie qui lui vaudra d'être plongé, la tête la première, dans un des trous en feu du 8e cercle de l'enfer, celui réservé précisément aux simoniaques, où il retrouvera et écrasera ses prédécesseurs, qui se trouvent dans le même trou, mais dessous, Nicolas III et Boniface VIII. Alors là, en l'occurrence, à un moment donné, vous voyez ce que je montrais dans mon poste, justement, vous voyez une représentation de Dante guidée par Virgile, sous le burin et le dessin de Gustave Doré, justement, qui semble un Dante qui semble vraiment interrogé avec une sorte d'hésitation, parce qu'il vient de faire une confusion. Il a pensé que les pieds qui dépassaient appartenaient effectivement à Boniface VIII. Ben non, c'est ceux de Clément V. Donc il y a un instant de confusion mondaine, en quelque sorte. On a fait la confusion sur les pieds. Et voici en fait quel est le passage en question, puisque le pape doit expliquer la chronologie en fait de son tunnel. Sous ma tête sont enfoncés ceux qui furent simoniaques avant moi, écrasés dans les fentes de la pierre. Là aussi je tomberai, quand viendra celui que je croyais que tu étais, lorsque je fis ma question hâtive. Mais mes pieds m'auront brûlé et je serai resté ainsi dessus-dessous, plus de temps qu'il ne sera fiché ici, les pieds rouges, car après lui viendra du Ponant un pasteur sans loi, chargé d'actions encore plus infâmes, qu'il convient qu'il nous recouvre, lui et moi. Il sera un nouveau Jason dont la loi a régi les Maccabées, et comme son roi lui fut arrangeant, le roi qui règne en France le sera aussi pour l'autre. Donc la collusion entre les rois de France et les papes de France. Vous voyez qu'effectivement c'est une véritable mafia qui est montrée ici. Alors si lui-même aurait bien mérité d'ailleurs de figurer en pareille compagnie, celui qui aurait bien mérité d'être là, c'est le pape Jean XXII, de son nom de baptême, Jean Duez, qui était originaire de Cahors et qui devait donc avoir un accent chantant. Ce vieillard cacochime de 72 ans a été élu en 1316
C'était ce qu'on appelait pudiquement, même dans les conclaves modernes, un pape de transition. Autrement dit, il était censé décéder au bout de quelques mois de mandat pour qu'on passe au suivant. Eh bien, cet homme qui toussait ses poumons se fait élire dans l'allégresse et, à peine élu, il se redresse et il va rester pendant 18 ans sur le trône de Saint-Pierre. Donc, effectivement, il avait bien mené sa campagne. Et, ma foi, là, il a été épargné par Dante, mais pour une simple question de chronologie, parce que lui, effectivement, aurait mérité de figurer dans le trône. Alors, cela ne signifie pas pour autant que le pape Jean XXII ait apprécié Dante, dont il avait manifestement lu, mais fort peu goûté, le grand traité politique intitulé De Monarchia, que vous avez ici dans sa première édition de 1559. Alors, ce traité qui a été écrit entre 1313 et 1318, donc vous voyez qu'on est vraiment à la période où Jean XXII monte sur le trône, ce traité politique donc faisait l'éloge de la monarchie universelle comme système politique et définissait les sphères d'influence souhaitables d'un côté du pape, qui se trouvait dans l'idéal cantonné dans le domaine spirituel, et de l'empereur, auquel revenaient les choses de ce monde. Alors rien qui puisse plaire, bien entendu, à Jean XXII, digne successeur de Boniface VIII à cet égard, et vous retrouvez une bonne partie de ces problématiques dans le magnifique roman Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui traite justement de la rencontre autour de la pauvreté du Christ, certes, mais également de ces zones d'influence entre papauté et Saint-Empire romain germanique. Alors, les hargnes ecclésiastiques, vous le savez depuis le coup de sabot de la mule du pape, sont proverbialement longues. Et c'est la comédia, d'une certaine manière, dû subir les conséquences de ces antagonismes et de ces haines papales, à tel point que le poème intégra effectivement les listes de l'index Librorum Prohibitorum, ainsi évidemment que le De Monarchia, et n'en sortit qu'au XIXe siècle, mais évidemment il était condamné dès le XIVe. Le neveu du pape Jean, le cardinal légat Bernard du Pouget, qui est mort en 1352, gouverneur de Romagne par ailleurs, s'employa d'ailleurs avec diligence à interdire la lecture du grand traité de Dante, siccome contenente cose heretiche. Donc effectivement, ça sentait le fagot, et il s'en fallut même de peu pour que ce zélé ecclésiastique vêtu de pourpre ne fasse ouvrir le tombeau du poète à Ravenne pour brûler ses restes sur le même bûcher que son livre. Il a dû même regretter vivement de ne pas pouvoir le brûler vivant, mais on fait ce qu'on peut. Alors, quant aux monarques français, eh bien, eux aussi, ils occupaient une place de choix parmi les ombres. Alors, certes, pas celle de l'enfer, mais quand même celle du purgatoire, dont le chant 20 aborde largement les origines douteuses et les exploits discutables des Capétiens. Car Dante ne réservait pas son ressentiment aux seuls spécimens contemporains de la famille royale française, loin de loi, et pour lui, en fait, tout partait du premier maillon de la dynastie royale française, Hugues Capet lui-même, que vous avez ici représenté sur une enluminure du XIVe siècle, Hugues Capet, donc, que le poète croisait au détour de son cheminement dans le purgatoire, et voici en quels termes s'exprimait l'ombre de l'ancêtre de tous les rois. « Je fus la racine de la mauvaise plante qui couvre d'ombre toute la terre chrétienne, de laquelle se cueille rarement un bon fruit. Mais si Douai, Lille, Gand et Bruges le pouvaient, bientôt elle se vengerait, et je le demande à celui qui juge tout. Là-bas, on m'appelait Hugues Capet. De moi sont nés les Philippe et les Louis, qui ces derniers temps gouvernent la France. » Et là, c'est le vers qui va tout achever. « Je fus le fils d'un boucher de Paris. Quand tous les anciens rois disparurent, sauf un qui fut moine en habit gris, je me trouvais avec en main les rênes du gouvernement du royaume et tant de pouvoir acquis récemment et aussi de soutien qu'à la couronne veuve fut promue la tête de mon fils, à partir duquel commencent les ossements consacrés. Tant que la grande dot provençale ne retira pas à mon sang toute vergogne, il fallait peu
mais du moins ne faisait pas de mal. Alors commencèrent par la force et le mensonge ces rapines, et puis pour s'amender, il prit Ponthieu, la Normandie et la Gascogne. Pour résumer, vous avez un garçon boucher auquel arrive la couronne par l'extinction de la race antérieure, et dont les descendants, au départ limités à un petit espace géographique, et oui, vous le savez, le royaume de France, c'était l'île de France, et bien au fur et à mesure que des terres leur apparaissent options pour des rapines et des raids, et bien agrandissent, arrondissent leur royaume et perdent toute vergogne, donc toute honte dans l'exercice du pouvoir. Donc les Capétiens auraient donc été, à en croire Dante et la Commedia, une famille de parvenus, auxquels des succès injustes seraient montés petit à petit à la tête, leur permettant de tenir un rang supérieur à ce qui était leur véritable place. Alors, inutile de dire que ces allusions, qui sont beaucoup plus que des allusions, ces accusations même, et puis ce pédigré relativement douteux, ont fait grincer pas mal de dents en France, surtout quand on voit ce que Dante afflige aux souverains et aux princes plutôt contemporains, en premier lieu ce fameux détesté Charles de Valois, dont on parlait tout à l'heure, et qui est assimilé à la plus grande figure de traître de toute l'histoire. Je cite : « Je vois venir le temps, pas si lointain, qui tirera un autre Charles hors de France, pour mieux se faire connaître, lui et les siens. Il sortira, sans armes, avec la seule lance avec laquelle joua Judas, et il la poussera si fort que de Florence il crèvera la panse. Il ne gagnera ainsi pas de terre, mais péché et honte, d'autant plus grave qu'il croira le dommage plus léger. » Alors dans la suite de la succession royale, quasiment tout le monde en prend pour son grade d'une manière ou d'une autre. Ainsi, le roi Philippe III montrait, alors ça c'est notre ami Charles, Philippe III, par exemple, montrait, c'est le gisant de Saint-Denis. Philippe III, donc, montré comme exemple d'un lâche, fuyant la bataille et, je cite, flétrissant les lys de son blason. Nous sommes ici dans le Purgatoire, chant 7. Et de la même manière, même s'il fut à l'origine de l'humiliation du détesté Boniface VIII, rappelez-vous le fameux attentat d'Agnani, eh bien, Dante ne peut, malgré ça, ce qui aurait dû le rendre sympathique, excuser un autre roi Philippe IV, Philippe le Bel, d'avoir permis quand même ce sacrilège de souffleter, ou de permettre de souffleter, le successeur de Pierre. Je cite : « Pour éclipser tout mal déjà fait ou futur, je vois à Agnani entrer la fleur de lys, et Christ être prisonnier en son vicaire, comme le montre cet enlumineux. Je le vois une autre fois être maltraité, je vois recommencer le vinaigre et le fiel, et être tué au milieu de voleurs vivants. Je vois le nouveau Pilate, si cruel, qui n'est pas rassasié, mener sans décret ses voiliers avides dans le temple. » Donc vous voyez qu'effectivement, il est difficile de commencer à s'imposer, disons, auprès d'une culture ou d'un peuple quand on a réalisé un tel portrait de ces princes, qu'ils soient royaux ou papaux. Et bien malgré tout, il va y avoir des gens pour défendre Dante et commencer à proposer sa lecture et vanter son œuvre en France, malgré tout, durant l'époque médiévale. Donc la France médiévale, vous l'avez bien compris, envisageait essentiellement Dante à travers l'aspect politique de son grand poème ou par les traités politiques qu'il avait également émis et dont la teneur suffisait finalement à le rendre condamnable aux yeux des élites fidèles à leur roi. Donc, si on fait le compte des érudits qui ont eu le courage d'avoir cité, et encore plus, loué le Florentin, eh bien, le chiffre est assez modeste. La plupart du temps, c'était pour des prises à partie, comme celle d'Alain Chartier, le grand poète à cheval entre le XIVe et le XVe siècle, qui, dans son livre « L'Espérance » ou « Consolation des trois vertus », lui reprochait, par exemple, d'avoir attaqué Constantin le Grand, pour lequel
lequel apparemment il avait une affection toute particulière et qui est évidemment le responsable de la fameuse donation de Constantin. Je cite. « Es-tu, Dante, poète de Florence, si tu vivais ad, eusse bien matière à crier contre Constantin, quand au temps de plus observer religion, l'osa reprendre, et lui reprocha en ton livre qu'il avait jeté en l'Église le venin et la poison dont elle sera désolée et détruite, pour ce qu'il donna premier à l'Église les possessions terriennes, donation de Constantin, que aucun autre autorisé docteur lui tournèrent à louange et en mérite, qui te mouvait à si catholique empereur en voir et blâmer, fort les schismes, les discords, les désordonnances et iniquités que tu vois naître en l'Église par l'abondance des richesses du clergé. » Donc vous avez bien compris qu'effectivement, il reproche à Dante d'avoir mis en cause et d'avoir reproché en fait à Constantin cette fameuse donation qui permettait à l'Église d'obtenir la puissance qu'elle avait acquise et donc d'être l'origine de désordre et de discorde à travers toute la chrétienté en portant le doute sur ce fameux accord promulgué par l'empereur romain lui-même. Donc Chartier se révélait en tout cas, tout en attaquant Dante sur ses prises de position, il se révélait en tout cas un lecteur, indéniablement, de la Commedia, et plus précisément d'un passage de l'Enfer, le chant 19, ainsi, de nouveau, que du grand traité politique, le De Monarchia. Alors heureusement, d'autres ont prêté une oreille plus bienveillante, notamment au vers de Dante, comme par exemple le bon roi René, 1409-1480, l'érudit et fastueux René d'Anjou, comte de Provence, qui possédait d'ailleurs dans sa bibliothèque personnelle, je cite, un livre en parchemin nommé Dante des Florence. Donc il avait manifestement un Dante sur ses rayons. À la même époque, on retrouvait un exemplaire du Dante parmi les livres de Jean II de Bourbon, comte de Clermont, qu'il avait reçu en 1454 d'un de ses féaux gentilshommes originaires du Forez. Même présence de Dante parmi les manuscrits du duc de Berry, le frère cadet de Louis XI, grand bibliophile devant l'Éternel, bien connu pour sa collection extraordinaire de manuscrits, en partie à Chantilly aujourd'hui. Et donc le poème dantesque a essaimé un petit peu partout, en terre francophone, et on en retrouvait un fervent lecteur jusque sur les rives du lac Léman. Il s'agissait de Martin Lefranc, né vers 1410, mort en 1461. Vous le voyez ici en train d'offrir son livre « Le champion des dames » au duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Cet homme était à la fois poète, mais il était surtout et avant tout le prévôt de la cathédrale de Lausanne. Et c'est justement dans ce fameux poème « Le champion des dames », qui était une forme de réponse au très misogyne roman de la Rose, qu'il va écrire, donc en 1441-1442, je cite, « Le florentin poète Dante a écrit merveilleusement la peine de la vie méchante des esprits damnés justement, mais mortel homme pleinement on que n'entendit ni entendra la grandeur de celui tourment qui jà au damné ne faudra. » Donc vraiment un éloge de ce poème, fait de manière brièvement, mais de manière accentuée, notamment pour la partie de l'enfer. Mais l'auteur, ou plutôt l'autrice, la plus déterminée à tenter d'introduire et d'imposer Dante en France demeure, quelques années plus tôt, avant Martin Lefranc, l'action de Christine de Pisan, 1364-1430, vénitienne de naissance, mais installée à la cour de France. La poétesse était entrée dans une célèbre lutte contre ce fameux misogyne roman de la Rose, plus exactement la seconde partie du roman de la Rose, et a convoqué dans cette bataille intellectuelle et littéraire son homologue toscan, en écrivant en 1407, je cite, « Si mieux veut ouïr d'écrire paradis et enfer, et plus hautement parler de théologie, plus profitablement, plus poétiquement et de plus grande défiance, lis le livre qu'on appelle le Dante.
ou te le fait exposer pour ce qu'il est en langue florentine souverainement dite. Là aura autre propos, mieux fondé, plus subtilement ne te déplaise, ou plus tu pourras profiter que en ton roman de la rose, qui était, rappelons-le, le best-seller français de l'époque. C'est vous dire si on s'attaquait aux piliers de la foi littéraire du moment. Lectrice attentive de Dante, la femme de lettres italo-française avait fait de nombreuses allusions aux œuvres du grand auteur dans ses propres textes. Ainsi, évoquant les querelles guelfes et gibelines dans son livre de mutation de fortune, elle écrit « Dante de Florence, le vaillant poète qui, tout son vaillant, perdit pour celles les griffes grévables, en son bel livre très notable, en parla moult en les blâmant. » Là encore, effectivement, c'était prendre position à tout point de vue, politiquement et littérairement. Elle loua la qualité de la comédia, tomba d'accord sur l'amour apporté à la philosophie, ce fameux long estude, comme elle l'explique dans son poème, Le chemin de longue estude. Que Dante de Florence, elle recorde dans son livre qu'il composa, oui, moult bio-style posa, lorsque Virgile s'apparut, à lui dont il fut secouru, à dont il dit par grande étude, donc philosophie, ce mot, vaille-moi longue étude qui m'a fait chercher tes volumes, par qui ensemble accointance hume. Un éloge de l'humanisme naissant, ou du préhumanisme, si vous voulez. La rencontre des auteurs se fait par ce chemin de longue étude qu'est la philosophie et la découverte des manuscrits. Alors, en dépit de tous ces efforts apportés par la plus grande auteure médiévale active en France, l'œuvre de Dante demeura finalement peu abordée, peu goûtée, alors même que d'autres auteurs d'origine italienne connaissaient leur première traduction française dans ces mêmes années, du début du XVe siècle, notamment les œuvres du grand Boccace, qui, sous la plume du clerc Laurent de Premier Effet, se voit traduire depuis notamment le latin, mais également depuis l'italien. C'est d'ailleurs ici, dans ce manuscrit des femmes illustres de Boccace, dont nous possédons un exemplaire à la Fondation. Vous voyez ici Boccace à sa table de travail. Et donc, c'est avec ce dernier que l'épisode parisien de la vie de Dante va commencer à se diffuser et à gagner en fait les contours de cette légende dorée dantesque en France, puisque c'est Boccace qui a contribué à la rapporter et à être traduit par Laurent de Premier Effet en français. Je cite : « Étant lors à Paris, rencontra le noble livre de la Rose, au quoi Jean Clopinel de Meux, homme d'esprit céleste, peignait une vraie mappemonde de toutes choses célestes et terriennes. Dante, donc, voulut contrefaire aux villes le beau livre de la Rose, en suivant tel ordre, comme fit le divin poète Virgile. » Donc vous voyez qu'effectivement, le texte de Dante semble être une sorte de déclinaison, de transposition de ce qu'était le roman de la Rose, qui est évidemment tout à fait faux. Et pour ce que le poète damnait et reprenait les vices et les hommes vicieux en les nommant mêmement par leur nom, il fut déchassier de Florence et fort banni d'Ileuc et mourut en estrange contrée. Ravenne, je ne sais pas si c'est vraiment aussi exotique que ça, mais enfin disons que voilà, en contrée étrangère, en tout cas, sinon estrange. Là, nous avons un point de situation au XVe siècle qui vous montre que décidément, notre Dante a du mal à s'imposer en France. Alors, va s'ouvrir quand même une époque d'italianophilie extraordinaire, qui est celle de la Renaissance française. Est-ce que cette période va être plus favorable à notre auteur ? Timidement. Avec les ambitions territoriales françaises en Italie et les guerres consécutives, les rois valois instaurent une nouvelle relation avec la péninsule, passant notamment par l'occupation du Milanais entre 1498 et 1513. De ce fait, la culture, et notamment la littérature italienne, vont plus largement encore que par le passé entrer en France, apporter
à la cour royale par les lettrés du pays. Et effectivement, on voit apparaître, dès la fin du XVe siècle, plusieurs marques de cette présence, et notamment de Dante, dans les bibliothèques. Notamment celle de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, le père du futur François Ier. Selon un inventaire, après décès, dressé en novembre 1496, Charles d'Orléans possédait bel et bien un exemplaire de Dante que les archives notariales décrivent de manière extrêmement précise. Je cite : « Le livre de Dante, écrit en parchemin et à la main, et en italien et en français, et ça c'est très important, couvert de draps de soie brochés d'or, auquel il y a 2 fermoirs d'argent, aux armes de mon dit feu monseigneur, lequel le livre est historié. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un manuscrit dans cette bibliothèque en 1496 d'un prince français, père du futur roi, qui est un magnifique ouvrage qui est relié en velours, avec des fermoirs d'argent portant les armes des Valois-Angoulême, qui est historié, autrement dit enluminé, qui est calligraphié, fait à la main, jusque-là rien d'étonnant. Mais alors, chose intéressante, c'est qu'il est à la fois et italien et français. Donc un manuscrit bilingue qui confronte la version d'origine et une traduction française, pour la première fois vraiment évoquée. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour l'introduction, la présence de Dante en France. Pour la première fois, on a une traduction référencée par un document d'époque, sans que, malheureusement, l'inventaire aille jusqu'à nommer ce traducteur, qui d'ailleurs était probablement anonyme. Alors on dispose d'une traduction, mais alors là, en l'occurrence partielle, c'est l'Enfer seulement, qui se trouve aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Turin, dans un manuscrit miraculeusement rescapé du grand incendie de 1904, pendant lequel il a perdu à la fois son incipit et son colophon. Alors, ce qui fait que du coup, on a des renseignements sans doute qui ont été perdus, ne serait-ce que le nom peut-être du copiste, la date exacte et peut-être le nom du traducteur. Et une des particularités remarquables de ce manuscrit turinois est de présenter justement le texte original français, italien, en regard d'une version française anonyme. Donc on voit qu'il y avait déjà à la fin du XVe siècle cette pratique des versions bilingues du texte dantesque, et on a pu établir que ce manuscrit turinois avait été établi, pour la version italienne, à partir de l'édition de Dante, imprimée à Crémone en 1491, ce qui permet de fixer approximativement, entre la nature de l'écriture, de la calligraphie et puis cette indication, la date d'écriture et de composition de ce manuscrit, qui est connu, à vrai dire, depuis assez longtemps, mais qui n'a fait l'objet d'une étude vraiment sérieuse, codicologique entre autres, qu'en 2015, et qui a été encore développée récemment lors d'un récent colloque Dante en France au XVIe siècle, qui s'est tenu à Lyon pas plus tard qu'au mois de novembre dernier. Donc on voit Dante, par plusieurs sources, faire son entrée en France dans les années 1490 et très rapidement par la Grande Porte. Le juriste milanais Jacopo Minuti, qui est devenu par la suite président au Parlement de Bordeaux et de Toulouse, va faire ainsi, en 1519, l'offrande au roi François Ier de ce superbe manuscrit enluminé des œuvres de Dante. Le manuscrit en lui-même était plus ancien, d'une 50aine d'années. Il a été copié en 1469, là le colophon est tout à fait précis, et il comporte des commentaires d'un érudit philologue de l'époque qui s'appelle Giuniforte degli Bargheri. Ce volume, richement relié, comme vous pouvez le voir, il a conservé sa reliure d'origine, a fait son entrée dans la bibliothèque personnelle de François Ier, donc en 1519. Ensuite, il est sorti des collections royales, quelque part durant le XVIe siècle, avant de revenir à la Bibliothèque nationale de France, où il est conservé depuis le XIXe siècle. Et alors, François Ier, et ça c'est intéressant de le noter, il ne manquait décidément pas de Dante dans sa bibliothèque, et même plus précisément de l'Enfer, parce que, en plus de l'exemplaire dont nous venons de parler, offert donc par Minuti,
et de celui hérité de son père, dont on a parlé il y a un instant, qui était donc la version bilingue, eh bien, il faut rajouter un troisième exemplaire qui est conservé à la Bibliothèque nationale sous la coupe 202 et qui manifestement lui venait de son autre géniteur, sa mère, Louise de Savoie. Donc vous voyez que c'était entre ce qu'il avait hérité et ce qu'il avait obtenu effectivement par cadeau, c'est 3 exemplaires de Dante qui se trouvaient dans la bibliothèque personnelle de François Ier. C'est en tout cas l'hypothèse pour ce dernier manuscrit qui a été avancée. On sait qu'il vient de François Ier. L'hypothèse, par contre, c'est la provenance Louise de Savoie, mais elle a été avancée en 2018 et ça semble assez clair. Eh bien, figurez-vous qu'avec ces 3 manuscrits minimum, François Ier n'appréciait pas particulièrement Dante. Et il y a une bonne raison à ça. D'après une anecdote bien connue, le souverain se serait laissé aller à une colère noire contre le poète italien décédé lorsque l'humaniste italien Luigi Alamanni, qui était actif et bien installé à la cour de France, commit l'erreur de lire au souverain français le chant 20 du Purgatoire, dans un passage donc qui faisait descendre les Capétiens d'un simple boucher. Je cite l'anecdote en question. Le passage de Dante, lu et expliqué par Louis Allemand, transposition de Luigi Alamanni, devant le roi François Ier de ce nom, il, donc le souverain, fut indigné de cette imposture et commanda qu'on le lui ôtât, voire fut en émoi d'en interdire la lecture dans tout son royaume. Alors l'épisode nous est rapporté par un historien de l'époque qui s'appelle Étienne Pasquier, qui a composé des recherches historiques qui s'appellent les Recherches de la France à la fin du XVIe siècle. Alors, le célèbre érudit, qui était un petit peu un humaniste polyvalent, à la fois magistrat, poète, historien, enfin, il y avait plusieurs cartes, a bien tenté d'expliquer la méprise, de dire que le poète toscan, en fait, dans son vocabulaire, à l'époque, boucher était une métaphore martiale qui, en fait, décrivait un grand guerrier. Mais comme un doute léger subsistait, à la fois sur la crédulité du lecteur et puis sur la véracité de son explication étymologique, eh bien Pasquier a quand même pris le soin d'envisager une lecture plus premier degré, pour laquelle il accusait l'auteur en disant qu'après tout, un Italien du XIVe siècle était, je cite, un poète fort ignorant. Fermez le banc. Alors l'anecdote est peut-être apocryphe, mais en tout cas, elle a bloqué pendant pas mal de temps, et même quelques siècles, comme une forme de tabou, les traducteurs français de Dante, qui étaient très empruntés à l'égard de ce crime de lèse-majesté en puissance, et qui étaient soucieux de le faire oublier aux souverains régnants, leurs commanditaires ou mécènes naturels. Dans l'entourage de François Ier, alors là, il faut avouer que la réconciliation avait été nettement plus rapide et même contemporaine. Entre 1515 et 1524, on voit apparaître une traduction française du Paradis, composée, alors là cette fois-ci on sait par qui, François Bergaigne, qui l'a composé en décasyllabe et en alexandrin, mais qui respectait le principe général de la tierce rime. Un des manuscrits a été offert à l'épouse du roi, Claude de France, épouse de François Ier, sans d'ailleurs que le texte connaisse par la suite les honneurs d'une impression. Et on retrouve des manuscrits de cette version dans plusieurs bibliothèques aristocratiques de haut niveau du règne de François Ier, comme par exemple cet exemplaire qui a été calligraphié, qui provient de la bibliothèque de Guillaume Gouffier, mort en 1525, seigneur de Bonifay, amiral de France, et qui présente les armes richement enluminées de ce grand seigneur. Ce manuscrit, dans sa composition, sa calligraphie, ressemble très fortement à un autre manuscrit aristocratique de cette traduction du Paradis, celui qui provient de la bibliothèque d'Antoine Duprat, mort en 1535. Vous voyez, c'est vraiment cette même génération, chancelier de France et de Bretagne, qui va faire établir une magnifique copie, vous voyez, très claire de cette traduction. Mais c'est surtout à l'action de l'érudite sœur de François Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, que le poète toscan dut finalement son moment de gloire. Alors, cette princesse érudite, future reine de Navarre, auteure de l'Heptaméron, avait eu une première relation assez conflictuelle avec Dante, celle carrément d'un rejet, puisqu'elle avait écrit à son frère le roi en 1534 « Oh, que je vois d'erreur la tête ceindre, à ce Dante qui nous vient ici peindre,
son triste enfer et vieille passion d'un ennui pris. Donc ce n'est pas vraiment le résultat d'une lecture enthousiaste. Et puis finalement, les années passant, après reprise du texte et relecture, ce qui montre quand même effectivement l'intérêt de cette princesse intellectuelle, elle en est venue à apprécier et même à imiter ces vers italiens, les conseillant vivement à son ami littéraire dans ses dernières poésies, je cite, « Lisez ces chants où tant de bien on trouve. Je m'en tairai de peur d'être repeint, comme j'étais lorsque je vous apprins tout le discours de Dante et son histoire. Impossible est que n'en ayez mémoire. » Vous voyez qu'effectivement, là, totalement acquise cette fois-ci dans ses dernières œuvres à Dante. Et l'Heptaméron lui-même a été parcouru d'échos manifestement dantesques, et il faut savoir qu'en définitive, elle avait même réussi, Marguerite, à monter autour d'elle une académie dantesque, dont l'existence fut certes éphémère, mais dont les séances consistaient à lire et à étudier des passages et des vers de la Commedia. Alors on ne sait plus, si on progresse un peu dans le siècle, on ne sait plus, sans doute en l'exagérant un peu, à souligner l'influence de Dante sur l'école poétique lyonnaise, et notamment sur son principal représentant des années 1540-1550, Maurice Sèvres. Alors il faut bien reconnaître que c'est à Lyon que les premières éditions de Dante sur sol français vont voir le jour. Alors d'abord celle, franchement médiocre par les inexactitudes et erreurs et coquilles, qui est celle de Jean de Tourne, qui est dédiée à Sèvres et qui est copiée effectivement d'une édition italienne. Donc là, nous sommes en 1547, notamment l'édition Aldine qui a servi de modèle. Puis, à partir de 1551, toute la série qui va être proposée par Guillaume Rouillet, avec l'aide éditoriale de Ridolfi. Donc là, vous avez l'édition de 1552, qui vous est présenté avec ce célèbre emblème donc, de l'imprimeur et éditeur lyonnais. Alors, s'agissait-il, par cette profusion relative d'éditions apparaissant à Lyon au même moment, d'avoir là les marques d'un engouement du public français? Alors, en réalité, rien n'est moins sûr. Comme l'a bien analysé Jean Balsamo, ces publications semblaient davantage destinées au marché italien de Lyon, et là, en l'occurrence, c'est de faire référence à l'importante communauté italianophone d'expatriés qui se trouvait à Lyon, et puis également par la proximité géographique d'un marché d'exportation en direction de la péninsule italienne elle-même. Et c'est d'ailleurs un de ces Italiens exilés, Jacopo Corbinelli, qui va faire imprimer, mais alors cette fois-ci à Paris, en 1577, l'édition Princeps du De Vulgaria Eloquentia, qui, pour reprendre ce qui a été dit par Paolo Simoncelli, était, je cite, un texte impossible à éditer dans le sanctuaire même où se développait le culte de Dante, à savoir ses académies notamment florentines, qui avait renié ce texte composé, écrit par Dante en latin, et qui, tout en faisant l'éloge des langues vulgaires, eh bien, revenait vers la langue savante. Et donc, ce texte, dans sa version latine, semble-t-il, ne pouvait voir le jour que sur une terre étrangère, et d'ailleurs, entre parenthèses, plutôt indifférente, dans le cadre de ce que Simoncelli a pu appeler une controcultura del esilio, une contre-culture de l'exil. Alors certes, on relève, voici l'incipit de cette édition, très importante. Alors on relève certes la présence de Dante dans certaines des grandes bibliothèques privées du temps. Le fameux magistrat, poète, historien, c'est pas Pasquier cette fois, mais c'est Jacques-Auguste de Thou, qui lui en plus était un immense bibliophile, hein, je salue ses mannes, possédait plusieurs exemplaires du Dante, et notamment celui qui avait appartenu à un collectionneur de la génération précédente, qui était le fameux Grolier. Le financier et bibliophile, Moreau d'Auteuil, avait lui aussi un exemplaire revêtu d'une
magnifique reliure à la fanfare, avec ses décors extrêmement chargés. Et l'édition lyonnaise de 1571, que vous avez ici à l'écran, figurait dans les bibliothèques du cardinal de Bourbon et de la reine Catherine de Médicis, qui donc était également, mais ça c'est moins étonnant, une lectrice de Dante. Montaigne avait également possédé cette même édition lyonnaise, qui est vraiment fondamentale, bien qu'il n'ait fait allusion que 2 fois à Dante dans ses essais. Et il faut avouer que l'italien était peu en odeur de sainteté auprès des grandes gloires littéraires françaises du moment. En premier lieu, Ronsard, qui pétrarchisait du matin au soir, mais qui, je cite, « était heureux que ton Pétrarque eût surmonté la nuit de Dante, et cavalcant, et de sa renommée claire comme un soleil, eut la terre semée, fils citoyen du ciel. » Donc vous voyez qu'effectivement, l'astre Pétrarque, lumineux, fait oublier les ténèbres de Dante. Ça, c'est Ronsard qui s'exprime là. Même Jean de Tourne, donc l'éditeur responsable de cette première édition de 1547, relativement fautive, dans son épître dédicatoire à Maurice Sèvres, s'était senti contraint, obligé, et ça c'est presque un lieu commun des éditeurs de Dante à cette époque-là, de présenter la poésie dantesque comme étant « e poco più erto et adumbrado », plus raide et ombrageuse que le style doux coulant de Pétrarque. Alors il y avait quand même quelques admirateurs du Toscan, qui étaient assez isolés et qui se remarquaient parfois comme le très ignoré poète, enfin, moi il fait partie de mes poètes de prédilection du XVIe, ces petits textes qu'on ignore, c'est Jean de la Gessée, qui dans ses premières œuvres, imprimées à Anvers en 1583, eh bien, va donner des versions françaises de quelques courts extraits de l'Enfer, comme ce passage du chant 8 sur les rois déchus. « Combien de rois où la grandeur se range, vivent là-haut, qui de terreur est pris, seront ici comme porcs en la fange, laissant de soi des horribles mépris. » C'est quand même une certaine force dans ce quatrain, et donc on voit que voilà, ça avait sonné à l'oreille de la Gessée, de même que l'érudit polyglotte, hein, qui était Guy Lefebvre de la Bauderie, qui a été maître des translations et langues orientales d'Henri III, et qui avait travaillé à la grande Bible polyglotte de Plantin, eh bien, il a donné pour sa part une traduction française du livre du chant 23 du Paradis, en 150 alexandrins, dans ses hymnes ecclésiastiques en 1578. Mais le principal poète le plus connu, disons, ronsardisant à s'intéresser à Dante, c'est sans conteste Jean-Antoine de Baïf, qui là appartenait au cercle rapproché ronsardien, puisqu'il s'agit de l'un des membres de ce qu'on appelait à l'époque la Brigade, aujourd'hui la Pléiade. Et donc Baïf, appelant à ne pas dédaigner les toscans auteurs, a rendu un hommage appuyé à Dante dans des termes carrément inédits. Je cite. « Dante, premier toscan que l'on peut dire père, partout où elle court de sa langue vulgaire, qui aimant sa patrie, non ingrat escrivit, rechercha le chemin que depuis on suivit, pour venir arrêter certaines règles fermes qui par toute l'Italie ordonnassent les termes d'un beau parler commun. » Donc pour la première fois, un Français comprend à la fois les positions courageuses qui ont été celles de Dante, et puis aussi son rôle comme étant l'un des pères fondateurs de ce qui est devenu peu à peu la langue italienne. Alors enfin arrive, et là nous sommes à la fin de la Renaissance, la traduction. Enfin une vraie traduction qui va sortir des presses. La première traduction complète, là vous avez vu qu'on avait parlé de traduction partielle, il y avait l'Enfer et le Paradis. La première traduction complète de la Commedia, elle va voir le jour vers 1550. Elle est composée en alexandrin, en décasyllabes, à rime plate, et c'est une version conservée par un manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Mais alors, énigme complète quant à l'identité de l'auteur, et le texte est demeuré, vous l'avez bien compris, totalement non publié et sans émule directe pendant presque un demi-siècle. Il va falloir attendre la toute fin du siècle, 1596, pour qu'une traduction française enfin complète voie le jour et soit imprimée cette fois-ci. L'entreprise a été menée à bien par les efforts d'un modeste rimeur,
totalement inconnu au bataillon par ailleurs, en tout cas parmi les poètes, qui s'appelle Balthazar Grangier, et qui possédait quand même les charges officielles de conseiller et d'aumônier du roi Henri IV, ce qui n'était pas rien. Alors le Toscan connaissait alors un léger regain d'intérêt, mais alors pour à vrai dire, pour des raisons purement circonstancielles. Hein. Je cite les propos de Jean Balsamo. Avant d'être reconnu comme un poète, Dante était considéré comme un auteur politique qui avait en son temps critiqué l'authenticité de la donation de Constantin et qui avait affirmé l'autonomie politique de l'Empire. Eh bien, cette lecture fortement antipapale et en faveur d'un pouvoir royal ou impérial affirmé, eh bien, ça sonnait très bien à l'oreille des Français partisans d'Henri IV durant la dernière guerre de religion à partir de 1589. Vous aviez là tout un ensemble d'érudits, alors qui étaient parfois des protestants, souvent des catholiques loyalistes, qui passaient outre la question de la foi protestante de leur roi, avant que celui-ci se convertisse, puis après la question a été réglée. Et donc ces érudits, ces philosophes humanistes, qu'on appelait les politiques, étaient charmés de prendre des emprunts à la littérature antique, à la littérature médiévale, bref, de faire feu de tout bois pour avoir des arguments, des œuvres à proposer qui venaient affirmer la prééminence sur les affaires temporelles des souverains par rapport à la papauté, alors même que le pape venait d'excommunier Henri IV. Donc vous voyez que l'utilisation, la présence, le surgissement soudain à la fin du XVIe siècle de Dante répond à des circonstances tout à fait circonstancielle et politique. Alors cette lecture antipapale de la Commedia, du De Monarchia, a rencontré un vif succès dans les rangs des politiques, donc des partisans d'Henri IV, et Grangier, d'une certaine manière, propose une arme supplémentaire à l'arsenal littéraire qui est à disposition du camp royal. Alors, Grangier, en faisant cette opération de traduction en alexandrin, est conscient des méconnaissances de son lectorat, parce qu'il faut, Dante pour la plupart est totalement inconnu, et puis en même temps il s'est senti un petit peu gêné, il a fallu qu'il défende son intention et son travail dans son épître liminaire. Je cite, et alors là vous voyez qu'on va de nouveau retomber dans la justification de l'éditeur, pourquoi j'ai fait une telle bêtise. Amis lecteurs, considérant qu'en cette mienne traduction il m'a fallu accommoder à un poète le plus difficile, obscur et concis, qui soit non seulement entre tous les Italiens, mais encore entre les Latins, j'ai pensé te devoir avertir des choses qui de première face se trouveraient étranges, n'était la nécessité pour laquelle je n'ai su les éviter. Premièrement, tu ne trouveras pas une poésie délicate, mignarde, coulante et bien aisée, comme est celle de quasiment tous nos poètes français. Car ayant translaté la présente comédie vers pour vers, je me suis vu contraint de me rendre en plusieurs passages difficiles et embrouillés, tout autant qu'est l'auteur même. Donc inutile de vous dire, on voit l'enthousiasme quand même du traducteur qui a transpiré sur son œuvre et qui en fait, alors déjà met en avant effectivement la modestie de ses propres moyens, mais qui dit quand même que la matière était quand même particulièrement difficile à traduire. Alors pour autant, effectivement, ça va être présenté au roi de France, qui va recevoir la dédicace donc, de ce livre, avec ce très beau portrait. Vous voyez, l'iconographie est un instrument de propagande là, complet. Vous voyez que ça s'intègre totalement dans cette volonté de montrer le roi trônant, investi de tous les régalias possibles, couronne, sceptre, collier de l'ordre et manteau doublé de verre et d'hermine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est employé dans le cadre d'une propagande. Et en même temps, vous avez ce pauvre Grangier qui vient supplier de l'excuser d'avoir failli à sa tâche en quelque sorte, mais face à un poète particulièrement ardu. Alors dans sa dédicace, il y a autre chose que Grangier a dû essayer de faire oublier, c'est quand même cette histoire du garçon boucher. Alors là, c'est pareil, vis-à-vis de l'épître dédicatoire à Henri IV qui commence ici, il se montre particulièrement gêné, il essaie de contourner la difficulté, et grosso modo, à la guerre comme à la guerre, vu qu'on a un poète qui est en train de taper sur le pape, on ne peut pas faire le difficile, et il faut y aller comme ça. Alors, cette traduction, qui est donc la première traduction française imprimée de l'intégralité des trois livres, va figurer dans pas mal de grandes bibliothèques du temps, comme celle de la bibliothèque de la propre femme
d'Henri IV, la reine Margot, Marguerite de Valois, la dernière des Valois, bon, qui actuellement à ce moment-là est en résidence surveillée dans le sinistre château d'Usson, hein, pour histoire de calmer un peu ses ardeurs à la fois voilà, humaines et politiques. Elle va revenir à Paris en 1605 et dans sa bibliothèque, voilà, minutieusement reliée en maroquin avec ce symbole qui est le sien, mais on le sait que d'à peu près depuis un siècle, on avait totalement oublié cette symbolique, c'est ce soleil souriant avec les coquilles qui se trouvent aux écoinçons, vous voyez, sur les contreplats, sur les plats, et qui sont vraiment les marques qu'elle avait choisies pour sa bibliothèque. Alors, ça, c'est un exemplaire qui est passé en vente il n'y a pas très longtemps, en 2011. Les deux autres sont en revanche perdus, semble-t-il, enfin en tout cas jusqu'à plus amples informations. Cette traduction, finalement, fut assez peu goûtée, il faut le reconnaître. L'académicien Coltet, Guillaume Coltet, qui était actif au XVIIe siècle, lui a reproché un style dur, et je cite Coltet, presque ferré. Ça veut dire, c'est du béton armé en quelque sorte. Elle a été finalement assez peu diffusée et assez vite oubliée. Quoique, il y a quand même une anecdote qui nous dit que presque 2 siècles plus tard, elle a constitué, ça c'est quand même assez étonnant, une des dernières lectures de Louis XVI. Peu de temps avant son exécution, il avait demandé le prêt de cette traduction de Grangier de la fin du XVIe siècle dans sa cellule du Temple. Alors après cette nouvelle occasion manquée, en quelque sorte, le grand siècle va contribuer encore davantage à l'oubli de Dante en France, et lorsqu'ils instaurent les règles du classicisme littéraire, eh bien les nouveaux académiciens, pour la plupart d'entre eux, jugent infréquentable ce poète barbare. Le poète Chapelain, en 1673, va estimer qu'il y a beaucoup de doctrines et de beaux vers, mais en fait la plupart l'ignorent totalement, ce qui est le cas par exemple de Boileau. Bref, Dante ne relève alors en France, à partir du XVIIe, que de l'érudition, prévue par des bibliothécaires ou des bibliomanes attentifs et épris d'éditions anciennes, mais pas tellement finalement par des lecteurs. Donc le poète italien, après ces occasions manquées des premiers siècles de son existence en France, est devenu une affaire d'antiquaire et va le demeurer encore pas mal de temps après une traversée du désert, notamment au siècle des Lumières, qui ne s'achèvera que par la redécouverte romantique. Et encore, je terminerai par ce mot, devenu assez emblématique de mes visites guidées, et qui résume en quelque sorte la relation qu'a pu entretenir la France avec Dante, fort complexe, et que résumait fort bien Max Jacob dans une lettre à André Salmon dans les années 1930. « Lis Dante, il faut lire Dante, et Dieu sait si c'est emmerdant. » Merci pour votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions.